un moment qui est toujours intéressant de partager sur des questions fondamentales aujourd'hui. Vivre l'instant présent, on pourrait dire l'art de vivre l'instant présent. Qu'est-ce que c'est l'instant présent? Et donc on va commencer par parler du temps, puisque l'instant, ça a à voir avec le temps. Et le temps, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas si vous avez une idée ou s'il y a quelque chose qui vous vient. Le temps, c'est l'homme qui l'a inventé aussi, non? On a inventé l'horloge. Ouais, mais le temps, il existait avant l'horloge. C'est vrai. Mais le beau temps, le mauvais temps. Non, le temps qui passe. Le temps qui passe. Le temps qui passe. Même si je ne sais pas à quel moment on a inventé l'horloge, ça doit être assez ancien. Il y avait déjà des sabliers au Moyen-Âge, etc. Il n'y avait pas de montre, mais. Donc on essayait de mesurer le temps. Il y a le soleil, il y a les saisons, il y a les années, voilà, etc. Puis il y a le temps qui passe avec notre corps, ça, on est tous concernés avec le temps qui passe. Donc on a un temps qui passe. Il y a une notion de temps qui est reliée à la matière. En fait, le temps, il passe pour la matière. S'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de temps. Il y a trois éléments, le temps, la matière et l'espace. Pour que l'univers existe, il faut qu'il y ait un espace pour pouvoir mettre des objets, donc de la matière. Et ces objets, cette matière, dont nous faisons partie en tant que corps en tout cas, évolue ou existe, se transforme dans le temps et dans l'espace. Donc il y a de la matière dans l'espace à travers le temps, il y a de l'espace pour contenir la matière avec du temps, et il y a du temps pour tenir un peu cet espace et cette matière ensemble. Donc c'est les trois éléments, matière, espace, temps, qui font la réalité 3D, on dit, la 3 dimensions, l'univers matériel. Donc l'univers physique, tel qu'on peut le percevoir avec nos 5 sens. Donc nous sommes faits de matière et nous évoluons dans le temps et dans l'espace. Et puis on a ces 5 sens qui nous permettent de capter à la fois la matière et l'espace. Mais nos 5 sens ne nous permettent pas de capter le temps. Hein? La vue nous donne des indications d'espace à travers la couleur, etc. L'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher nous permettent de capter la matière un peu dans l'espace, évidemment. Et puis, par contre, la notion de temps est un peu plus abstraite. Il y a effectivement une relativité du temps. Tu parlais d'horloge, hein, on a inventé le temps, en tout cas le contrôle du temps, c'est-à-dire la mesure du temps, mais le temps était là avant qu'on le mesure. La matière était là avant qu'on ait des microscopes pour voir comment elle était faite. Hein. Donc ça c'est un peu de toute éternité, je ne sais pas, mais en tout cas ça a à voir avec notre monde physique, l'univers matériel, l'univers en 3 dimensions, et c'est dans cet univers en 3 dimensions qu'on va prendre corps, qu'on va développer, s'incarner ou exister à la fois dans la matière, dans l'espace et dans le temps. Ok, je crois que tout ça c'est clair. Par contre, il y a un élément qui est relativisé, qui est relatif, c'est le temps. Le temps a été relativisé par Einstein. Alors, il n'a pas fait tout juste, mais ça se confirme en tout cas, cette relativité du temps. Et puis, il y avait son fameux, là je vais peut-être dire une bêtise, parce que je ne sais pas, mais son fameux EMC carré, je crois que c'est ça, le truc avec l'énergie, matière au carré égale temps, je ne suis plus tout à fait sûr. Si je dis une bêtise, c'est pas grave, mais pour dire qu'il a théorisé, ou il a réussi à mettre une théorie, et non seulement une théorie, mais comment on appelle ça, en algèbre, une formule de base. Et puis, depuis quelques dizaines d'années, on a l'avènement assez important de la physique quantique, donc qui est plus en accord avec la physique newtonienne qu'on connaissait jusqu'ici,
et qui remet aux questions, qui vient confirmer la relativité du temps et du coup la relativité de l'espace et de la matière, puisque ça va ensemble. Hein. En physique quantique, par exemple, on dit qu'un objet existe parce qu'il est regardé. Si on arrête de le regarder, l'objet disparaît. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un objet, eh bien, il y a toutes les possibilités de cet objet qui existent. Mais dès qu'on le regarde, il n'y a de nouveau qu'une seule. Ça, c'est la physique quantique. Je ne suis pas assez calé pour vous faire des explications là-dessus, et ce n'est pas le sujet du soir, mais c'est passionnant. Et une fois, il y a... donc on a cette relativité du temps, le temps de l'horloge, et puis il y a le temps subjectif. C'est-à-dire comment on perçoit le temps. Il y a des gens qui s'ennuient, par exemple. Des fois, le temps passe si vite. Le temps passe vite. Des fois, ouais. Et pourtant, le temps... à 60 minutes. Ouais. Le temps est toujours le même, mais la perception du temps est subjective. Hein. D'ailleurs, c'est une des particularités de l'état hypnotique, c'est que quand on est dans l'état hypnotique, le temps disparaît. La perception du temps s'efface. Et on peut avoir une séance d'hypnose, par exemple, qui va durer 45 minutes, et puis on a l'impression que ça a duré 5 minutes. Ou à l'inverse, on a l'impression que ça a duré 2 heures. Parce qu'il y a la subjectivité du temps en fonction de ce qu'on fait dans la séance d'hypnose, eh bien, on va être très intensément pris. Si vous regardez un film qui est passionnant, ben, il va passer vite. Puis si vous regardez un film qui est chiant, ça va être sans fin. Vous aimeriez sortir de... Alors si vous êtes chez vous, dans votre salon, dans votre canapé, vous regardez autre chose, mais si vous êtes coincé dans un cinéma, bon, vous pouvez toujours sortir. Mais des fois, pour prendre un autre exemple, il y avait Einstein, un journaliste qui lui avait posé cette question. Comment ça se fait que... C'est quoi la subjectivité et la réalité du temps? Puis il avait dit, si vous avez une journée de dur labeur, ça va passer long. Et si vous êtes dans les bras d'une jolie femme, ça va passer très court. C'était l'exemple qu'il avait donné. Oui, tout à fait. Alors, comment ça se fait, cette relativité du temps? Comment ça se fait qu'elle est là? Et ça, c'est ma réflexion. C'est qu'en fait, on a un cerveau suffisamment développé, l'être humain, pour avoir une mémoire. Alors les animaux aussi ont une mémoire, ça dépend de la grandeur de leur cerveau et puis comment il est développé, mais un chat, par exemple, on connaît tous les chats, on a peut-être des chats, un chat ça s'ennuie pas, pourtant il fout rien toute la journée. Mais est-ce qu'il a de la mémoire? Et justement, à mon avis, il n'a pas beaucoup de mémoire. Et pourtant, mais il le reconnaît quand même. Un chat, on ne le voit pas, par exemple, nous on a des fois 2 semaines où on ne le voit pas, il nous reconnaît instantanément. Ah, il vous reconnaît, oui, mais la mémoire est limitée. Ce qu'on va dire, c'est que, alors un chat, ça a sûrement un peu de mémoire. Oui, mais j'ai entendu dire qu'ils avaient très peu de mémoire, et c'est ça qui m'étonne, c'est que moi, il me semble que c'est peut-être une mémoire affective aussi. Alors il y a ça, ils ont peut-être une mémoire visuelle, c'est-à-dire qu'ils font une correspondance entre ton visage et puis la boîte de Whiskas, je ne sais pas. Oui, sûrement. On dit que les éléphants ont une grande mémoire, et puis il y a d'autres animaux, on dit une mémoire d'éléphant, il y a peut-être une mémoire de fourmi, ou j'en sais rien ce qu'on peut dire d'autre. Mais il y a un des trucs qui est fascinant, c'est d'observer les mouches. Ah oui, alors. Ouais, non, mais il y a un truc qui est fascinant, c'est qu'une mouche, elle va buter contre le verre d'une fenêtre parce qu'elle veut sortir, d'accord? Oui. Boum, elle se cogne la trompe, elle repart et elle revient. Parce qu'elle a oublié, le temps de partir, elle a oublié qu'elle a déjà testé ça. Ah oui. Et elle peut faire ça plein de fois parce qu'elle n'a pas de mémoire. C'est pas parce qu'elle croit qu'il peut sortir. Une fois qu'elle a essayé de cogner dedans, oui, après il faut qu'elle se rappelle. Si elle avait une mémoire, elle disait non, là ça marche pas, j'essaye ailleurs. Bon, je suis pas un grand spécialiste de la mémoire animalière, entendons-nous, mais en tout cas c'est une observation qu'on peut faire. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que nous,
en tant qu'être humain, on a une énorme mémoire par rapport aux animaux. Alors la mémoire, ça nous amène quoi? On ne se rappelle pas de tout, on n'a pas une mémoire parfaite, mais on a une mémoire quand même très très utile. Je peux me rappeler d'un endroit où je suis allé, je peux me rappeler d'un souvenir d'enfance, je peux me rappeler d'une expérience géniale ou d'une expérience douloureuse. Et donc le fait de pouvoir traiter ces mémoires, les analyser, les ranger, les classer, les émotions sont aussi utiles pour ça, on va donc pouvoir projeter. Donc je vais penser à ma mémoire, je suis dans le passé, hein, mes pensées vont dans le passé, se référer à une expérience, ou à plusieurs expériences, analyser ce qui s'est passé, ce que j'ai ressenti, etc. Puis en fonction de ça, je vais faire une projection sur ce que je veux, ce que je souhaite, ce qui me plairait, etc. Je ne pense pas qu'un chat va imaginer, alors je ne suis pas un spécialiste des chats, mais je ne pense pas qu'il ait suffisamment de mémoire pour tirer profit de son expérience et puis se dire, comme dans les dessins animés où on humanise les animaux en fait, se disent, je préférerais aller là où il y a plus de whiskas. Il n'en sait rien, il n'a pas ce traitement d'information. Tandis que nous, oui, on a suffisamment de mémoire et une faculté d'analyse qui nous permet de faire des projections. Ça va jusque-là? Ça vous paraît cohérent? Ouais. Non? Hein? Oui. Et du coup, c'est là qu'on est ballotté dans le temps. Parce que c'est notre manière de construire, de se construire, c'est notre manière d'aller de l'avant, c'est-à-dire de faire des projets. Je prends un exemple. Si, en tant que petit enfant, petite fille ou petit garçon, vous avez une mauvaise expérience avec l'apprentissage des maths, vous allez détester les maths, puis à un moment donné, décréter que vous êtes nul en maths. Oui, et donc, vous allez sortir de ça de vos possibilités futures. Parce qu'il y a une mémoire qui vous donne une croyance, une réalité mais subjective, réalité qui est la vôtre, ou qui en tout cas été la vôtre à un moment donné, qui en plus de ça a été chargée d'émotions, parce qu'on s'est moqué de vous, enfin plein de trucs pas très sympathiques, et du coup, vous avez sorti ça du champ des possibles futurs. Pareil pour un truc positif. Si quelqu'un est fort, je ne sais pas, à la gym, eh ben, il va être repéré, on va l'applaudir, etc. Il va dire, ouais, moi je suis fort à la gym, et puis il va devenir un sportif. Parce que ça ouvre, ça oriente son champ des possibles. Et donc, ça me paraît intéressant comme théorie, disons, comme explication. L'idée, c'est pas de théoriser, mais c'est d'avoir une meilleure compréhension de comment on fonctionne, pour voir comment ça se fait qu'on est autant ballotté entre le passé et le futur. Parce que finalement, c'est de ça qu'on parle ce soir. Vivre l'instant présent, c'est juste être là. Ni dans le passé, ni dans le futur, ni dans les souvenirs, ni dans les projections. Et ça, c'est un peu la base de la base, mais ça me paraît intéressant de prendre conscience de cette mémoire. Vous observerez vos chats respectifs, ou les mouches, ou d'autres animaux. Vous observerez aussi les gens qui ont moins de mémoire. Bon, ils ont un passé qui leur a fait croire qu'ils ont moins de mémoire, mais ils ont moins de projets aussi. Parce que c'est là, sur la mémoire, sur l'analyse du passé, qu'on va faire des projets. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai jamais de chance. Donc, ils essayent même pas. Et puis, il y a des gens qui sont hyper créatifs, qui n'arrêtent pas d'avoir des idées, voilà, pour prendre des extrêmes, hein, ils ont puisé ça dans leur mémoire, dans leur expérience de vie. Et donc, on croit qu'on est comme ci ou comme ça. Parce qu'on se voit aujourd'hui, j'aime ci, j'aime pas ça, etc. Oh non, là je suis nul, là je me débrouille bien, etc. Puis on fait ses choix en fonction de ça. Mais en réalité, cette personne qu'on croit être aujourd'hui est juste le résultat d'une expérience passée, enfin, des expériences qu'on a traversées. Et donc ça va nous conditionner, ça va
nous amener à poser des croyances sur qui on est aujourd'hui. Alors des fois c'est un peu casse-pied de penser à ça, parce qu'on se dit, bon, ben, je me limite alors. Oui, chacun de nous se limite à ce qu'il croit être. Mais en même temps, la bonne nouvelle, c'est que si c'est une croyance, on peut la changer. Hein? En tant que coach, comme tu l'es, toi tu es aussi accompagnatrice, moi en tant qu'hypnothérapeute, c'est ce qui rend la thérapie possible, c'est ce qui rend le changement possible. C'est que ce qu'il y a aujourd'hui est posé sur des mémoires. Et il y a toutes sortes de méthodes, l'hypnose en est une, mais il y en a plein d'autres, qui vont finalement remettre en question les croyances, ou réparer, entre guillemets, prendre soin ou guérir des blessures du passé pour qu'on puisse se remettre et aller de l'avant. Mais ça, c'est des croyances aussi limitantes. C'est des croyances limitantes. Bon, toute croyance est limitante. Bah, je sais pas. Si Il y a des crois que tu peux arriver à gravir l'Everest en tongs. Gravir l'Everest en tongs, ça ne me fait pas très envie. Non, mais ça dépend des croyances Oui. que tu as. Tu peux réussir à faire beaucoup de choses. Oui. C'est Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien À un sûr. moment donné, tu enlèveras les tongs, tu vas avec les pieds, peut-être. Oui. Non, mais toute croyance est limitante et on peut aisément le comprendre. Par contre, parmi toutes ces croyances limitantes, il y en a qui sont agréables à vivre et il y en a qui sont pénibles à vivre. Si je pense que je suis nul en n'importe quoi, eh ben ça va être pénible à vivre parce que ça va m'empêcher de faire des choses. Maintenant, si moi j'ai par exemple une croyance que je sais complètement farfelue, mais qui me rend beaucoup service, c'est que je crois que je suis né sous une bonne étoile. Oui, je l'ai déjà entendu qu'ils disent ça. Ouais. Et parce que ça, j'ai depuis tout petit. Déjà dû dire Oui, ça. c'est un exemple que je prends assez souvent parce que c'est vraiment réel. Donc même s'il me tombe des tuiles, des problèmes, qu'il y a tout qui part en vrille dans ma vie, eh ben, je suis jamais, comment dire ça, désemparé ou détruit. Je sais que c'est pour un bien. Voilà. C'est une croyance. Mais oui. C'est une croyance positive, mais c'est une croyance limitante aussi. Pour aller pour le mieux. Oui, parce qu'elle limite mon état d'esprit. Parce que je pourrais peut-être avoir mieux que ça. Ou autre chose. Oui, mais comment alors à ce moment-là? Avec une croyance? Mais une croyance, elle est de toute façon limitante parce que je dis, ok, je suis né sous une bonne étoile. Oui, tout ce qui m'arrive, c'est bon. Oui, mais en même temps, j'ai plus le choix de penser autrement. Tout ce qui m'arrive, c'est bon. Et des fois... plus loin que l'étoile. Non, mais ce qu'il y a, c'est que des fois, ça m'a rendu des mauvais services. Parce que je suis trop positif, je suis trop avec cet état d'esprit. De se contenter peut-être de quelque chose, simplement. Oui, puis je suis trop tolérant, et puis des fois on marche sur les pieds, et puis je réponds même pas. C'est la croyance. Parce que je me dis, mais si on marche sur les pieds, c'est pas grave, parce que j'ai une bonne étoile. Tu vois, il y a toute façon, dans toute croyance, il y a un truc qui limite. On travaillera sur ta croyance. Mais c'est une bonne croyance, je veux pas la changer. Parce qu'elle est très agréable. Mais oui. Mais ce qui est intéressant, quand je me rends compte, ou quand je parle comme maintenant, que c'est limitant, c'est de me poser la question, qu'est-ce que ça m'empêche? Comment je pourrais ouvrir plus que de croire que je suis né sous une bonne étoile? Né sous une bonne étoile, ça veut dire que j'ai de la chance. Que quoi qu'il m'arrive, ça va rebondir. Je m'en sortirai toujours. Alors c'est très agréable, mais ça ne fait pas de moi forcément un bon combattant. Et des fois, il faut savoir combattre. Tu vois? Donc il y a de toute façon des zones dans lesquelles on peut améliorer. Mais là où tu as tout à fait raison, c'est qu'on parle souvent de croyances limitantes, c'est-à-dire les négatives, celles qui nous empêchent vraiment d'avancer. Je pense que je suis nul, j'arriverai pas, c'est pas mon truc, etc., etc. Donc voilà, mais il faudrait peut-être réfléchir un peu plus profondément sur l'idée, est-ce que toute croyance est limitante? Au bout du bout, je pense oui, mais ça mériterait d'être développé. On vit sur plusieurs plans. Et peut-être ça peut rebondir là-dessus. On vit sur plusieurs plans. On vit en tant qu'être humain, avec une identité. J'ai souvent parlé d'identité, j'en parle souvent parce que c'est fondamental.
avec un ego, avec un truc auquel on se raccroche. Hein. Je suis Philippe, un homme de tel âge qui fait telle chose et telle chose. Hein. J'ai une histoire qui est telle et telle. Et donc je m'identifie à mon histoire humaine, à mon incarnation, à ma condition humaine. Hein. Ça, c'est l'identité, la condition humaine. Le gars qui est là, quoi. Hein, la personne qui est là. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Et je m'identifie à ça. Je m'identifie à mon corps. Quand je vieillis, je dis je vieillis. Alors, c'est mon corps qui vieillit. Moi, je ne vieillis pas. Et d'ailleurs, on peut voir que, on en parlait récemment, dans la tête, je suis tout jeune, même un peu gamin des fois. Et puis mon corps vieillit. Hein. Mais je m'identifie au corps, donc je dis, merde, je vieillis. On s'identifie aussi à nos sentiments, c'est le deuxième étage, il y a 3 étages dans l'identité. On s'identifie aux sentiments. Les sentiments, c'est ma manière de ressentir les choses, les émotions, voilà. Mais ça évolue aussi. Hein, c'est pas toujours pareil. Je vivais mes sentiments différemment il y a 10 ans ou il y a 20 ans, enfin bref, et puis ça va encore changer. Parce qu'avec le temps, d'une part, mon corps vieillit, mais ma manière de vivre mes sentiments s'apaise. Hein, je deviens plus sage. Enfin, manière de parler. Il y a philosophe. Et puis la troisième chose, c'est les pensées. Là, peut-être plus la philosophie. Les pensées, donc c'est le 3e étage de l'identité. C'est le gars, enfin la personne à qui je m'identifie. Donc, cette identité, corps, sentiment, pensée, donc le mental, avec les croyances, les mémoires, les projections, les désirs, etc., les frustrations qui vont avec, tout ça, ça fait la condition humaine, ça fait le gars que je crois être, le gars pour qui je me prends, en fait. Mais je ne suis pas que ça. Alors ça, c'est une question de croyance, mais dans nos cultures, on a quand même une notion de spiritualité, c'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui même si elle est reliée à cette identité, qui n'est pas cette identité. Et le jour où je meurs, où mon corps meurt, mes émotions arrêtent, mes sentiments arrêtent de fonctionner, mes pensées arrêtent, en tout cas celles qui sont liées là, mon âme, elle va continuer son chemin. Elle a aussi une forme de pensée, mais qui n'est pas reliée à la condition humaine. Je ferais peut-être un café hypnose là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Mais il faudrait que j'enquête un peu. Ça. Alors ça, si on le savait. Oui, on peut faire des hypothèses. On peut faire des hypothèses, c'est-à-dire que ça vaudrait la peine de chercher dans les cultures traditionnelles ou plus anciennes, de voir un petit peu quelles sont les hypothèses auxquelles on a envie de croire. Les Égyptiens, mais même chez les chrétiens, là, il y a la hiérarchie des anges, qui, à mon avis, pourrait être une bonne manière d'exprimer comment l'être continue d'évoluer. Parce que le jour où je meurs, admettons que mon âme subsiste, mais ça sera encore une âme moi, c'est-à-dire un ego spirituel séparé des autres âmes. Du moins, c'est en tout cas comme ça qu'on souvent on le voit ici. Ouais, c'est un grand mystère. Hein. Ben, ici, on est séparés les uns des autres par la matière, l'espace et notre perception du temps. C'est ce qui fait nos différences. Et c'est à travers cet espace qu'on s'exprime, et c'est à travers cette séparation qu'on lance des ponts, qu'on communique, qu'on échange, etc., et qu'on se relie. Ou qu'on tente de se relier. Mais après, une fois qu'on est des âmes, est-ce qu'on va être tous bisounours, tous main dans la main, faire la farandole? Pas sûr. On n'aura peut-être pas envie. Hein? Donc, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Quels sont les autres plans? Sachant que, pour beaucoup, l'idéal, c'est de retourner auprès de la source. Ça peut être Dieu, dans notre culture c'est Dieu, ça peut être le nirvana, ça peut être pour les bouddhistes, etc. Aller se fondre dans l'unité, mais ça veut dire qu'il faut abandonner l'âme, abandonner le « je suis quelqu'un » de séparé des autres. Oula. Comment dire ça, je m'éloigne un peu du cœur du sujet, mais c'est pas sans relation, puisqu'en fait, notre
incarnation, notre état humain, notre condition humaine, à travers matière, espace, temps, nous permet de nous identifier. Nous permet de nous identifier par rapport à d'autres qui sont dans l'espace à un autre endroit, qui sont peut-être dans le temps à un autre moment, hein, parce qu'on a tous des personnes proches qui sont décédées, qui sont parties, voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent plus. Ils sont ailleurs dans l'espace, ou ils sont ailleurs dans le temps, ils sont ailleurs dans la matière. Donc ça a à voir avec cette condition humaine qui ne peut exister qu'à travers matière, espace, temps. Ça va? C'est un peu perché? Non, il faut s'accrocher. Oui, il faut s'accrocher un peu. Alors la question, ou la proposition que je peux faire, c'est de se questionner, réfléchir, ou essayer de sentir, peut-être plutôt, c'est finalement, pourquoi est-ce que je tiens tellement à être moi? Pourquoi est-ce que je tiens tellement à mon identité? Et quand je serai mort, est-ce que je vais tenir autant à mon statut d'âme unique, singulière et différente des autres âmes? Tu vois? Parce que si c'est ça, on continue à se taper dessus. C'est pas ma préoccupation, alors, moi, je veux dire. Toi aussi. C'est une préoccupation philosophique, hein, bien entendu. Sauf que pourquoi je parle de ça, c'est que en dehors, on n'est plus relié à matière, espace, temps. Ça, d'accord. D'accord? Oui. Et donc ma proposition, c'est au-delà du fait de comprendre, de toute façon on ne saura pas, on saura quand on mourra, on saura peut-être, parce que du coup il n'y a rien, c'est le rideau, il ne se passe plus rien. Je crois pas, puis on ne saura pas, je ne crois pas non plus, mais chacun ses croyances. Donc on peut espérer qu'on saura un peu mieux, de l'autre côté on va comprendre des choses. Et je me réjouis. On voit pas. Mais j'ai plein de trucs à faire d'ici là, hein, je m'empresse de le dire. Non, ça presse pas. Mais il y a au moins une réjouissance, voilà. Et donc la proposition, c'est d'utiliser différents moyens, on va les voir un peu plus loin, pour finalement se relier à cette part de soi, l'être, le soi, l'âme, peu importe comment on l'appelle, qui, elle, est hors du temps. Il y a des gens qui croient à la réincarnation, ou qui croient, voilà, peu importe, mais ils croient vraiment que leur âme est là depuis toujours. Elle n'a pas été créée à un instant T. Dieu, si Dieu existe, enfin dans le concept qu'on s'en fait, moi je ne l'imagine pas tous les matins aller créer un millier d'humains, ou 1 million d'humains, ou d'âmes fraîches. Tiens, il y a bientôt plus, elles sont un peu périmées les âmes là, je vais faire des âmes fraîches ce matin. Je un petit peu. Oui. Je commence à sentir un peu les âmes là. Je crois qu'elles sont en train de tourner. Je vais en faire des fraîches. J'imagine pas ça, peut-être je me trompe, mais j'imagine pas ça comme ça. Pour moi, les âmes sont là depuis toujours. C'est cette partie divine. C'est comme Dieu existe depuis toujours. Pour parler de Dieu, maintenant on pourrait mettre un autre mot, c'est égal. Hein. Mais disons, cette vitalité, cette vie qui existe dans l'univers, elle est là depuis toujours. Elle existera toujours. Elle est hors du temps. Oui. Elle est hors du temps parce que le temps n'existe pour nous. Oui. C'est d'être hors du temps. Ouais. Parce qu'on est tellement habitué à... Oui. Et c'est pour ça que elle est hors du temps, elle est hors de la matière, elle est hors de l'espace. Et c'est pour ça qu'on dit des fois, tout a lieu maintenant, parce qu'il n'y a pas de temps. Tout a lieu partout, tout le temps, en même temps. Alors ça nous fait péter les plombs, ça nous fait péter les neurones. Hein. Parce que s'il n'y a pas de matière, espace, temps, réel, en dehors de ce qu'on connaît, de la 3D, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui reste? La lumière, l'amour, ça c'est les mots qui me viennent, mais peut-être vous en aurez d'autres. Et donc l'idée, pour vivre l'instant présent, parce que je ne perds pas le fil du sujet du soir, c'est quelque part de se rendre compte qu'on vit sur 2 plans. C'est pas parce que je suis incarné dans un corps et puis que j'ai mal au dos des fois, ou que je dors mal, ou que j'ai une indigestion, que je ne suis pas une âme. En même temps, je suis une âme.
En fait, je suis une âme et j'ai une enveloppe charnelle qui me sert d'espace d'expérimentation. Hein. Donc, c'est l'âme qui expérimente à travers la condition humaine. Et elle expérimente et en même temps, elle exprime qui elle est. En fonction de son âme, de l'évolution de son âme, on va incarner autre chose. On va incarner l'âme, en fait. Hein. Après, il y a peut-être une autre proposition, c'est de dire que c'est pas forcément très juste, c'est une approche, mais c'est une approche dualiste. C'est-à-dire qu'il y a l'incarnation et l'âme, comme si c'était deux choses vraiment séparées. Ce qui les sépare, c'est qu'on voit bien que l'incarnation, elle meurt à un moment donné. Le corps meurt, le cœur s'arrête, le cerveau s'arrête, le corps se décompose. Et donc il y a bien une fin à l'incarnation. Alors que pour l'âme, même si on ne sait pas, on imagine qu'il n'y a pas de fin. Et c'est ça qui fait la différence, qui fait qu'on considère que c'est deux choses. Mais tant que le corps, tant que l'incarnation est vivante, eh bien, on va faire un quand même. C'est-à-dire que l'individu, la personnalité que je suis, l'identité que je suis, est comme imprégnée de l'âme. Elle est comme pilotée par l'âme, ou conseillée, ou prise, comment dire ça, elle est orientée, elle est influencée par l'âme. Alors que moi, dans le mental, j'en ai pas forcément conscience. Par contre, une âme, mettons une âme, la tienne ou la mienne. Oui. Donc on se réincarne dans la chair Oui. pour faire une expérience. Oui. Donc chaque fois, voilà, 80 ans passés, 90, 100 ans passés, tu meurs, ton âme se détache, Oui. et tu vas te réincarner pour faire une expérience que tu n'as encore pas vécue. Alors ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on fait des expériences à perpète pour vivre tout? Jusqu'à ce que, voilà, que tu Ou bien est-ce qu'on vient avec une intention? Alors l'intention d'expérimenter quelque chose. Parce que, je me dis, bon, l'âme par exemple de Mozart. Oui. Comment à 4 ans tu peux faire un truc comme il a fait? Oui, tout à fait. Donc, dans ton schéma de ce que tu es en train de raconter, c'est une âme qui connaissait déjà tout ça, qui s'est incarnée dans Mozart, qui nous a fait un truc absolument extraordinaire à partir de 4 ans, mais il le savait déjà. Oui. Donc, il s'est rien. Ça, c'est très possible. Ouais, c'est des explications tout à fait plausibles. C'est là où je me dis, il y a des personnes qui sont dans cette vie, qui connaissent des choses incroyables. Mais tu te dis, mais comment ils peuvent savoir? Bien sûr. Est-ce que, voilà, ils font une expérience, peut-être qu'ils en font une autre après, mais ils ont déjà, je me dis, une boîte noire qu'ils transportent avec l'âme et qui leur donne pied à savoir... En tout cas, c'est une hypothèse tout à fait plausible qui fonctionne bien. On peut penser aussi aux savants, aux gens qui ont fait des inventions incroyables, qui ont sortir de rien. Voilà. Il y a des enfants à peine nés, ils parlent. Voilà, c'est ça. Ils parlent. Ils parlent une langue même que les parents ne connaissent pas. Enfin, ils parlent. Voilà. Puis après, ils se taisent. Après, c'est fini. Et après, ils ont une vie normale. Ils disent, oui, ils apprennent à parler, etc. Mais on dit que le Bouddha, il a marché en sortant du ventre de sa mère, et puis il a fait un discours. Alors bon, peut-être qu'il y a beaucoup de, traditions, etc. Mais Mozart, je trouve que Mozart, il est... Oui, parce que très jeune. On sait, Mais, voilà, je me dis, est-ce qu'on est là pour faire, fait des expériences à travers nous? Oui, alors on fait des expériences, je pense, dans le passé ou dans les vies passées. On peut garder les guillemets là-dessus, parce qu'on ne peut pas prouver, mais on fait des expériences. Il y a des expériences, en tout cas, qui sont à disposition. Et alors ça c'est mon avis, quand l'âme prend corps, quand elle s'incarne, elle vient avec une intention, c'est-à-dire une mission, c'est peut-être un terme un peu trop fort ou trop galvaudé, mais disons, elle vient pour faire quelque chose. Et Mozart, il est venu pour donner ça, la beauté à travers la musique.
Et il y en a d'autres qui sont venus donner à travers la peinture, ou peu importe. Donc il y a des âmes qui viennent donner. Ils viennent donner de l'amour, ils viennent soutenir l'humanité dans son évolution. Ça, c'est ce que je crois, ça me paraît tout à fait cohérent. Chacun à son niveau. Il y a des gens qui sont plus marquants, Mozart, tout le monde voit qui c'est. Puis il y a des gens qui sont plus discrets. Une mère de famille, elle vient donner énormément à la communauté, au monde, en amour, en soins, etc. Ça peut être vraiment une mission, une intention. Je veux donner de l'amour à cette humanité et je veux le faire de cette manière-là. Et il y a un truc qui vient, maintenant ça me fait beaucoup moins, mais il y a un temps où j'avais l'impression d'avoir déjà vécu une situation. Ah oui? Ouais. Je me disais, j'ai déjà vécu ça. Ou une sensation de déjà avoir fait ce que j'étais en train de faire. La notion de déjà vu. C'est impressionnant, hein? Ouais. Impressionnant. Donc, je ne sais pas si c'est aussi Alors, une connexion de se dire, je ne sais pas. Mais la notion de déjà vu, moi je l'ai vu quelques fois, ça m'est arrivé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, mais c'était vraiment une fraction de seconde, vraiment un angle de vue, j'ai vu ma table avec mon assiette, etc. Et je dis, il y a quelqu'un qui va arriver, et quelqu'un est arrivé. Voilà. Donc j'ai perçu le truc. Ça prouve pas ça prouve pas une réincarnation. Ça prouve pas une réincarnation parce qu'il faudrait avoir la même assiette dans une autre vie et la même personne. Enfin voilà, ça joue pas très bien. Par contre, ça démontre assez bien que, en tout cas, une autre théorie, c'est de dire qu'en fait, tout arrive au même moment, au même endroit, dans le même instant. Il y a un seul instant dans l'univers parce que le temps, la matière et l'espace n'existent pas. Et donc, on est réglé pour fonctionner avec ces trois éléments. On a un corps, on a des perceptions, etc. On est réglé en tant qu'être humain pour fonctionner à travers matière, espace-temps. Mais des fois, peut-être notre cerveau, il a un bug de réglage et puis il perçoit des choses. Ouais. Mais c'est le cas pour les c'est le cas pour les voyants, les médiums, etc. Mais ça pourrait aussi être le cas pour des connaissances. Peut-être, voilà, c'est une autre hypothèse sur la réincarnation. Peut-être qu'il n'y a pas vraiment de réincarnation au sens où une âme s'incarne dans différents corps, mais qu'il y a peut-être des perceptions du tout et de l'ensemble qui fait qu'on a accès à tout le temps parce que tout a lieu en même temps, au même endroit, justement parce qu'il n'y a pas la matière espace-temps. C'est un peu abstrait, j'en ai conscience. Et puis j'ai aucune preuve, donc je vous livre ça un peu ce qui me vient. Et je vous propose qu'on revienne un peu au temps, même si c'est très intéressant. Hein, et c'est en lien. C'est en lien. Donc il y a quelqu'un à travers l'espace qui t'envoie un ding sur ton téléphone. Quelqu'un qui est ailleurs, se dire. mais au même moment. Voilà, alors, qu'est-ce que j'avais noté? On va l'attendre. Oui, bien sûr, pendant ce temps, je regarde juste... Alors, on a un ressenti par rapport au temps. Je reviens au temps, même si on n'enlève pas qu'on vit sur deux plans, et que donc il y a le plan incarnation qui est très concerné par le temps. Je vieillis, je traverse des expériences, j'ai un passé, j'ai des désirs futurs, etc. Je suis très concerné par le temps. Par contre, mon âme, le vrai je, le moi, lui, il s'en fout, parce qu'il a l'éternité. Hein. Il est hors temps. Ok ? Donc c'est moi qui suis stressé, enfin moi, l'identité qui stresse avec le temps. Hein. Donc la proposition, c'est quand même d'avoir un petit peu en tête qu'on vit sur deux plans. En même temps, je suis concerné par le temps, mais en même temps, il y a une partie de moi qui n'est pas concernée par le temps. Et ça va être intéressant ou important même pour vivre l'instant présent. C'est pour ça que je le signale. Maintenant, en tant que, on va revenir là-dessus juste après, en tant qu'être humain, en tant que personnalité, identité,
on va avoir différentes manières, méthodes, ou comment dire ça, différents fonctionnements par rapport au temps. Il y a des gens qui sont dans le temps. Imaginez une ligne de temps. Déjà, on peut faire l'exercice. Je vais vous demander juste de prendre une grande inspiration, ça va être très court. Prenez une grande inspiration. À l'expiration, vous laissez vos yeux se fermer. Et vous imaginez votre passé. Peu importe. Si c'est une anecdote ou si c'est votre passé en bloc. Et vous le situez dans l'espace. Ok ? Ne dites rien pour l'instant, ne faites pas de geste, mais vous voyez votre passé quelque part dans l'espace. Ok ? Bien. On va reprendre une inspiration. Réouvrez les yeux. Ok. Voilà, vous vous regardez, c'est bien. Reprenez une inspiration. Refermez les yeux. Et maintenant, pensez à quelque chose dans votre futur, quelque chose d'agréable. Peut-être des prochaines vacances, ou peut-être les fêtes de fin d'année qui s'approchent, ou peut-être un moment où vous vous réjouissez de retrouver quelqu'un, peu importe. Quelque chose d'agréable. Et vous le situez dans l'espace. Ok. On va faire encore l'expérience. Vous prenez une inspiration, vous ouvrez les yeux. Voilà, encore une inspiration, tranquillement, encore une, et vous fermez les yeux. Voilà. Et maintenant, vous vous mettez au présent. Où êtes-vous? Regardez où vous êtes. Par rapport au passé et au futur. Et quand vous avez une vision un peu spatiale, comme d'une ligne de temps, eh bien, vous revenez ici. Alors, on va partager, si vous êtes d'accord, de voir où est votre passé. De quel côté déjà? Il est à droite, il est à gauche, il est derrière pour toi, d'accord? Et pour toi? Oui, pour moi aussi, derrière. Ouais. Il est derrière la tête. Tu viens de faire le geste. Mon passé, oui, derrière. Toi, tu as fait comme ça. Il est plus loin. Il est plus loin. Hein. Ouais. D'accord. Oui, derrière la tête, parce que j'ai réfléchi tout à l'heure. J'ai l'impression que... Ouais. Quand tu situes le passé, les yeux fermés, tu le mets derrière. Il est derrière pour toi. Ok. Et le futur, Et le futur, il est où? Il est devant. Il est devant. Pour toi aussi. Droit devant ou bien sur un côté? Droit devant. Donc vous êtes des personnes qu'on appelle dans le temps. Et vous êtes situé sur la ligne, n'est-ce pas? Bien, vous êtes à côté de la ligne. Comment ça? Situé sur la ligne. Tu as le passé, le futur, et donc tu es sous ta ligne de temps, ou bien tu es un peu à côté? Non. Tu es bien dans le temps. Oui. Parce qu'il y a des personnes qui sont un peu à côté. Non. Il y a des gens qui disent le passé est là, et l'avenir est là. Comme dans le sens d'écriture. Hein? Alors il se trouve que pour vous c'est les deux. Moi j'ai mon passé, j'ai fait du travail là-dessus. Mon passé il est là, et mon futur il est là. Ah bon? Et ma ligne fait une courbe. Donc c'est très pratique parce que je peux voir les deux en même temps. C'est des structures mentales. On apprend ça un peu plus en PNL, et puis je ne vais pas vous embêter avec ça. Il y a des gens qui sont dans le temps, et des gens qui sont hors du temps, c'est-à-dire ils ont leur ligne de temps qui passe comme ça, là, ou ailleurs, mais ils ne sont pas dessus. Ils sont dissociés, ils sont hors du temps. Il y a des personnes qui sont entre les temps. C'est comme s'il y avait une ligne du passé, une ligne du futur, qui sont un peu entre deux. Donc il y a différentes, vous avez compris en faisant de l'hypnose, en faisant un petit peu du développement, qu'on a tous une manière de structurer les informations qui nous est propre, et la notion du temps est aussi très intéressante. Alors, moi j'avais aussi mon passé dans le dos, mais j'ai préféré le ramener, parce que c'est plus facile de faire des... En fait c'est dans l'autre sens, non c'est dans l'autre sens, le passé là. Je me suis habitué à travailler pour la caméra, c'est pour ça que je fais tout à l'envers. Ou avec les clients. Je mets le passé ici et le futur ici, parce que généralement c'est comme ça que vous le faites, c'est dans votre sens d'écriture. Hein? Sur votre gauche et sur votre droite.
Mais ça, c'est du langage subliminal. Ça n'a rien à voir avec le sujet du soir. Ouais, j'aime bien le mettre derrière parce que c'est oublié. Parce que c'est passé. C'est vrai que tout ce que je vis, ce que j'ai vécu, hein, oui, j'ai eu des enfants petits, ils étaient charmants, mais... Oui, ouais, tout à fait. C'est passé. Ouais, il y en a qui sont avec leur passé, dans le présent. Alors voilà, ça a à voir avec vivre l'instant présent. C'est-à-dire que de quelle mesure, est-ce que tu dis c'est très bien, le passé c'est le passé, j'y pense plus. Bah, tu y penses quand même de temps en temps, parce qu'il y a des souvenirs qui reviennent. Exactement. Mais... et encore une fois, on va construire son présent et son futur en fonction de son passé. Donc le passé c'est très important, c'est très précieux, mais on ne doit pas être envahi par le passé. C'est ça la question. On ne peut pas parler de quelque chose sans se référer. Le moment présent dans le passé. Donc, et ce qui me paraît intéressant, c'est se positionner sur la ligne de temps pour avoir un ressenti clair. Alors pour moi, pour moi dans toutes mes réflexions, ça me paraissait intéressant d'avoir pas le passé derrière, mais le passé à disposition. Hein? Me référer, faire des choix. Hein? Maintenant, dans ce que je me réfère, il y a des trucs qui sont dans des boîtes. Hein. C'est me référer aux expériences pour faire des projets, poser des objectifs. Maintenant, il y a tout un tas d'expériences qui n'ont plus lieu d'être, qui sont sans intérêt ou devenues sans intérêt, sont dans le paquet des expériences, et puis ça peut revenir à un moment donné. Tu parles des enfants qui étaient petits, maintenant c'est fini, mais si tout d'un coup tu as une cliente qui vient avec un problème d'enfant, parce qu'elle a des enfants petits, tu vas avoir accès à ton expérience, hein, elle n'est pas effacée, elle est juste rangée. C'est comme un panier, là, c'est ça. Ah ouais, voilà. C'est ça. Et donc là, on a une bonne gestion du temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'emprise du passé sur le présent. Mais il y a eu. Mais c'est vrai qu'on travaille. On le travaille après, effectivement. Alors, toi, tu l'as fait comme ça, moi, je l'ai fait sous un peu une autre forme. Chacun va le faire à sa manière. Hein. Il y a des gens qui sont obsédés par le futur. Par exemple, les gens qui sont obsédés par la réussite, par le besoin de plaire ou le besoin d'être approuvé. Je dois absolument réussir, sinon mon père va pas être fier de moi, etc. Enfin, bref, il peut y avoir plein de trucs. Ou bien alors, si j'ai pas de succès, je suis nul, je suis un homme fini, etc. Donc il y a des gens qui sont obsédés par leur avenir. Donc la perception, ce ressenti par rapport au temps est intéressant à observer. Après, ça on en a déjà bien parlé. Alors il y a par rapport justement à cette obsession du passé, ça va dépendre évidemment de ce qu'on pourrait appeler un passé chargé, c'est-à-dire un passé douloureux, avec des blessures. On connaît les blessures de l'être, par exemple, ou d'autres manières de le dire, toutes les émotions. Il peut y avoir des traumatismes, etc. Et là, effectivement, les thérapies vont être très utiles parce qu'elles vont permettre d'aller réinterpréter le passé. On ne change pas l'expérience, par contre, on va changer notre manière de mettre dans des boîtes, notre manière de structurer notre ligne de vie, en fait, notre ligne de temps, de façon à pouvoir équilibrer. Et ça, c'est de la thérapie, c'est sûr. Dès le moment qu'on a un passé très chargé, eh bien, ce passé va avoir tendance à nous stresser parce qu'on a toujours peur que ça se reproduise. On a toujours peur de ne pas sortir de ça. Donc, il y a des gens qui ont vécu beaucoup d'insécurité dans leur enfance, eh ben, ils vont rester des adultes insécures. Ils vont rester sur le qui-vive. Ils vont se méfier des autres, ils vont avoir peur de ci et de ça, ils n'oseront pas faire des voyages, ils sont en manque de confiance parce qu'il y a eu trop d'insécurité. Donc ça, là, on est vraiment dans le domaine de la thérapie, du traitement du passé et de la réinterprétation de ces expériences pour pouvoir libérer l'émotion et que la personne sorte de ces croyances limitantes dont tu parlais tout à l'heure. Donc la croyance, le monde est dangereux,
menaçant, etc. Ça, c'est les croyances. Tout ça pour pouvoir finalement sortir de l'état de stress d'un passé douloureux. Et la pensée, elle est très forte. Il y a les croyances, mais il y a quand on a un passé douloureux, il y a toutes ces tentatives de contrôler le passé, hein, de contrôler les pensées, de contrôler ses émotions. Des gens qui sont très en contrôle, qui sont très résistants, beaucoup de résistance, même résistance à la thérapie, résistance à la remise en question. Si on leur dit quelque chose, ils disent tout de suite non. D'ailleurs, ils ne vont pas en thérapie, ces gens-là, ils ne sont pas prêts à se remettre en question. C'est les gens qui veulent toujours, ils ont besoin d'avoir raison, ils veulent, voilà, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ont eu des constructions dans le passé, des constructions qui les ont amenés à être comme ça. Alors, ceux-ci ne sont jamais dans le présent, ils sont tout le temps envahis par le passé. C'est le cas le plus courant, hein, on va dire, de pathologie du temps. C'est vraiment les souffrances du passé qui se poursuivent dans le présent. Après, comme je le disais, il peut y avoir les obsédés du futur, les obsédés de la réussite, les obsédés du succès, etc. Puis on peut avoir les deux, hein, bien sûr. Finalement, peu de gens qui sont dans le présent, et même dans notre fonctionnement courant, de la plupart d'entre nous, on est la plupart du temps en train d'osciller souvenirs passés, projets futurs, des regrets, des envies, de la nostalgie d'un truc perdu et de la peur qu'on ne le retrouve jamais. C'est-à-dire, on est tout le temps, très souvent, en train d'osciller à faire des comparatifs entre le passé et le futur. Et on est rarement là. Alors c'est quoi être là? Parce que quand on est là, tout va bien. Alors, on y vient. Disons que l'idée, et c'est pour ça que j'ai pris du temps à parler de l'âme et puis de la construction tout à l'heure, c'est que on a cette âme, ce soi lumineux, etc., qu'on appelle parfois, et moi j'aime bien ce terme, la partie sage. D'ailleurs, vous avez reçu mon message, je voulais faire une journée là-dessus, bref, de réflexion sur cette partie sage. La partie sage, c'est la partie de soi qui finalement, osons le dire, la partie divine. C'est une partie lumineuse, c'est une partie qui sait. C'est la partie qui sait. En chacun de nous, il y a une partie qui sait. Ça ne veut pas dire qu'elle sait tout, qu'elle a tout compris, mais elle sait, elle a l'intuition. Elle sait intuitivement ce qui est bien ou pas bien. On le voit dans la notion de bien ou de mal. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour savoir ce qui est bien et mal. Il y a une partie qui sait et qui connaît la direction. Alors la partie sage, c'est à la fois, pour moi, le protecteur et en même temps le guide. Elle va me protéger, puis elle va guider. Mais par contre, elle est extrêmement humble. Elle ne va jamais s'imposer. Donc, si on est trop pris dans le temps ou dans l'ego, on ne l'écoute jamais. Des fois, on a une petite voix qui nous vient, qui nous dit quelque chose, puis on n'écoute pas. On n'écoute pas. La première intuition, la première fois que tu rencontres quelqu'un, la première fois que tu vas dans un endroit, ou la première fois qu'on te fait une proposition de boulot, etc., tu sais au départ s'il fallait dire oui ou non, mais on n'écoute pas. Après, il y a la pensée qui vient. Ouais, mais quand même... c'est le mental. Le mental qui vient, c'est-à-dire qui va se référer au passé et faire des projections sur le futur. On n'est pas dans le présent. Quand on est en lien avec, appelons-la comme on veut, la partie sage ou l'âme, finalement c'est la même chose, mais la partie sage, elle est vraiment plus proche de nous que l'âme. L'âme, c'est un truc très abstrait quand même. Hein. La partie sage, c'est la partie de moi qui sait. Et quand on fait de l'hypnose, moi j'aime bien, alors pas à toutes les séances, mais quand ça se prête, j'aime bien aller connecter à la partie sage. Parce que c'est la partie qui sait, c'est la partie qui va avoir un discours parfait, juste, éclairant, inspirant, la partie de chacun qui sait ce qui est bon
pour lui. Qui sait pour nous, donc. Qui sait pour nous. Chacun. Oui, il ne s'agit pas de savoir pour les autres, mais qui sait ce qui est bien. Et donc, le problème pour contacter cette partie, c'est de lâcher prise. Il faut absolument lui faire de la place. Parce que vu qu'elle est extrêmement humble, elle ne va jamais s'imposer. Donc tant qu'on est dans l'ego, dans la réussite, dans le vouloir faire, dans la force, dans la résistance, dans le contrôle, elle laisse faire. C'est comme si un peu vous avez votre âme qui vous regarde d'en haut avec un petit sourire, puis qui vous laisse faire. C'est comme un parent bienveillant qui regarde son enfant faire des bêtises. Ben, il faut le laisser faire, parce qu'il faut qu'il apprenne par lui-même. Sinon, il n'apprendra pas. Si je fais les lacets à mon fils tous les matins, il ne saura jamais faire ses lacets. Donc il faut qu'il les fasse mal, qu'il s'en coupe dedans, qu'il tombe, qu'il fasse l'expérience. Hein? Par contre, si tu lui demandes de l'aide. Pardon? Si tu lui demandes de l'aide. À l'apprentissage? Oui. Ben, c'est comme si l'enfant se tourne vers le papa en disant « Papa, tu m'apprends à faire les lacets. C'est ça l'apprentissage. Hein? Donc on va se connecter, on va lui faire la place. Pour ça, il faut être humble. Tu vois, l'enfant qui ne veut pas qu'on l'aide, parce qu'il veut faire ses lacets tout seul, hein? Ben, on ne peut pas lui montrer. Il n'y a rien de pire, enfin rien de pire, des fois je vais trop fort avec les mots, il y a un truc qui est très, très limitant, c'est de croire qu'on sait. Dès le moment qu'on croit qu'on sait, on arrête d'apprendre, on se ferme, on dit mais moi je sais, ça je connais. Donc on ne s'intéresse plus à la vie de l'autre, ou à une nouvelle théorie, etc. Donc on ne va pas chercher les informations ailleurs. On est, quand on vit comme ça dans la condition humaine, on est tous des êtres humains avec des expériences différentes, et il y a une très fausse idée qui court en disant les expériences des uns ne profitent jamais aux autres. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Ça, c'est si tu te fermes. Mais si tu es ouvert, curieux, bien sûr que les expériences des autres peuvent être utiles. Tu observes, tu es humble et tu t'ouvres à essayer de comprendre. Alors, tu ne vas pas comprendre comme l'autre, parce que lui, il a fait l'expérience, c'est pas toi. Mais tu vas pouvoir percevoir quelque chose. Donc, tout ça pour dire que quand on va se connecter à l'apprentissage, qu'on va se référer à elle, lui ouvrir les bras, lui faire de la place, eh ben, on va pouvoir rejoindre une autre intégrité, qui n'est pas l'intégrité de la personnalité, mais qui est une intégrité plus vaste, qui est ouverte sur le « je suis, je sais ». Ça, c'est la proposition. Et c'est ça qu'il faut pour accueillir ce qui est. Et c'est très important, on dit accueillir ce qui est. C'est-à-dire arrêter d'être frustré, fâché, en colère, parce que je n'ai pas ce que je veux. Non, juste ouvrir. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse pour ceux que ça intéresse. J'ai vu, il n'y a pas très longtemps, le dernier film de Wim Wenders, qui s'appelle Perfect Days. C'est un bijou de portrait d'un gars qui est un japonais qui nettoie des toilettes à Tokyo. C'est sa vie, c'est son boulot. Et malgré ce boulot très... on ne peut pas tellement trouver pire comme bas de l'échelle, hein, et ben c'est un contemplatif. Il a un vieil appareil de photo, il photographie des arbres, puis il est heureux. Donc lui, il est vraiment dans le présent. C'est un film sur l'instant présent. C'est magnifique ce film. Et donc pour dire qu'il n'y a pas de... Il y a toutes sortes de méthodes pour arriver à arrêter le mental, à arrêter les pensées, à arrêter le contrôle, à lâcher prise, pour faire place finalement, pas à quelque chose de magique, mais à une part de soi qui existe et qui n'a jamais pris sa place, ou très rarement, parce qu'elle l'apprend que si on la lui fait. C'est pas une bagarre avec elle. Hein. Elle ne va pas se batailler pour prendre la place. Tant qu'on a besoin d'être dans l'ego, d'être dans des expériences, de croire qu'on sait tout, et qu'on gère tout, et qu'on a le contrôle, elle laisse faire, elle laisse faire. Mais tant qu'on fonctionne comme ça,
bon, on ne peut pas l'écouter. Donc, il s'agit, c'est une proposition bien sûr, il s'agit d'arriver à trouver le moyen de lâcher un peu l'ego, même temporairement, même pendant 10 minutes. Après, on reprend l'ego, puis on continue nos bêtises. Ah, oui, c'est ça. Et pas mais même à un moment. Parce que si c'est constamment, on ne fait plus rien d'autre. Alors, si c'est constant, alors on appelle ça l'éveil. Hein, c'est qu'on est un Bouddha, Jésus. Mais voilà, enfin, des cultures. Mais disons, l'éveil, le nirvana, c'est ça. Mais quand tu es là, tu n'as plus besoin de manger, tu n'as plus besoin de rien. Hein? Tu es juste dans un état. Moi aussi, j'en suis là, puis je n'ai pas envie d'aller, parce que j'aime trop la nourriture, les plaisirs de la vie. Et puis, chaque chose en son temps. Alors, tout ça pour dire qu'il s'agit de faire de la place juste par petits moments. Mais si on pouvait faire ça déjà quelques minutes par jour, j'allais dire, mais même de temps en temps, stopper le mental, stopper la pensée, et puis juste se connecter à sa propre lumière, à son propre soi divin, la partie divine de soi, et puis elle ne va pas nous dire des trucs, ouais, fais ci ou fais ça. On va juste se nourrir de ça. Mais cette nourriture qu'on peut avoir, cette contemplation, observer cette beauté qui existe, et ben ça va nous inspirer après pour incarner les choses d'une manière différente, parce qu'on aura une conscience différente de qui on est. Donc c'est finalement la rencontre avec soi, ou une partie de soi, la rencontre avec la beauté. Moi je trouve ça très dur, parce que des fois j'essaie de faire les films comme ça, ouais. Mais il y a tout de suite une pensée qui arrive. Alors oui, tout à fait. Alors bon, il y a des astuces quand même, et puis on va en parler maintenant, mais disons que l'objectif final, c'est de dire oui à la vie, hein, c'est-à-dire d'accueillir ce qui est. Arrêtez de vouloir quelque chose de différent, arrêtez de regretter de ne pas avoir fait ci ou ça, hein, c'est-à-dire d'être tout le temps, pas là, dans le passé et dans le futur. Arrêtez ça et venir ici. Alors, il y a la méthode la plus simple et la plus utilisée depuis tout temps, s'appelle la méditation. Ok, on n'a pas toujours envie de méditer. Alors, la version moderne, c'est de la méditation, mais ça s'appelle autrement, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Tu as peut-être entendu parler de ça, vous avez peut-être entendu parler de ça. Disons, l'idée, c'est d'être au présent. Ça peut paraître rébarbatif de prendre un temps pour ça, et je peux moi témoigner que pendant 15 ans, à peu près 15 ans, entre 40, un peu avant 40 jusqu'à 55 ans, j'ai médité tous les matins. Tous les matins, je faisais les 5 tibétains, vous connaissez peut-être, c'est des exercices de yoga, si on veut, et puis suivi d'un moment de méditation. Bon. Sans faire des absolus, j'ai quand même vécu des expériences un peu mystiques grâce à ça. Mais on n'est pas obligé de méditer pendant 15 ans, c'est pas obligatoire. J'ai fait un autre truc qui me plaisait, ça c'est pas si vieux, j'ai fait ça il y a 2 ans, je crois. J'ai fait 3 jours dans le noir. 3 jours et 3 nuits. 72 heures dans le noir, j'ai complètement perdu la notion du temps. Donc je me suis mis dans une chambre, tout volet fermé, porte fermée, etc. J'avais ma sœur qui me posait un bol de soupe tous les jours. Et puis j'ai pas bougé. Je suis resté pendant 72 heures. Ça paraît long, c'est les 24 premières heures qui sont longues. Après, enfin, c'est mon expérience. Après, il n'y a plus de temps. Mais j'ai eu des vraies belles inspirations. Je ne ferai pas ça tout le temps, je le referai peut-être une fois parce que c'était chouette. Mais ça, c'est des méthodes un peu hardcore quand même. Hein. Un peu, il faut vouloir. Hein. Oui, ça me ferait pas envie. Déjà faire. Pardon ? Ça me ferait pas envie. Ça ne ferait pas envie. Non, mais dans un couvent, par exemple, ne pas parler pendant 3 jours, une semaine. Pour moi, c'est difficile. Oui, je t'imagine mal en effet, mais bon. Mais ça serait chouette, voilà, ça, je ferais plus une expérience comme ça. Tout à fait. Mais ça, c'est intéressant. Mais c'est une autre manière. Ouais. Moi, je témoigne un peu de ce que j'ai fait, parce que
Puis je suis un peu jusqu'au boutiste, donc j'aime bien faire des choses un petit peu spécial. Voilà, un peu spécial. Mais par contre, pour prendre quelque chose de beaucoup plus simple, vous l'avez remarqué ou pas, je fais des gestes plutôt longs et très précis. Quand je pose mon téléphone, je sais que je le pose. D'ailleurs, je ne perds jamais rien. Je ne cherche jamais mes clés, je ne cherche jamais mon téléphone. Ça, c'est absolument. Je suis d'accord. Parce que je sais que j'ai posé là. Pourquoi je sais que j'ai posé là? Parce que je l'ai posé en conscience. Ouais. Je sais que je mets mon stylo là. Donc, il y a peut-être une faculté de pouvoir faire deux choses en même temps, c'est-à-dire de penser à quelque chose ou d'être dans une activité, tout en ayant conscience que je suis là. Je ne sais pas comment je fonctionne. Parce que ça a été depuis tout petit, je suis très ordré, etc. Ou peut-être j'ai ça d'une vie antérieure, je ne sais pas. Hein. Comme Mozart. Mais, oui. Mozart. Mais je sais par exemple que je suis quelqu'un d'assez tactile. Moi j'aime toucher. Et puis quand je mets mes mains sur la table, je la sens la table. C'est pas parce que je vous parle que j'oublie la table. Donc on ne peut pas faire ça tout le temps. On n'arrive pas à faire ça tout le temps. Mais même si tu fais ça 2 minutes par jour, parce que tu fais ta vaisselle, et puis que tu as conscience de la sensation de la mousse dans les mains, de la sensation de l'odeur du produit, ou j'en sais rien, et du son, si tu grattes au fond. Ou mais même si tu mets dans la machine à vaisselle, tu as la sensation que tu appuies sur le bouton. Ah là, ça, c'est le bonheur. Ah ça c'est le bonheur, hein. Donc peu importe ce qu'on fait, mais vraiment faire les choses en conscience. Avoir conscience de ce qu'on touche, de ce qu'on entend, de ce qu'on voit. Je suis d'accord avec ce que tu disais. Je prends aussi la conscience de dire, je pose mon téléphone. Si j'arrive, je suis stressée, je dois repartir, je pose, je ne le retrouve plus. Ouais. Je ne retrouve plus, je dois l'appeler pour savoir où il est. Oui. Je m'appelle pour savoir où il est. Parce que je n'ai pas été en conscience de poser ça là. Ouais. Après, il y a la conscience de poser mon téléphone là. Mais bon, je peux le poser comme ça, hein, ou comme ça, ou penser à autre chose. Ou bien je peux le poser. Et je sais que je le pose. Là, je suis en train de poser mon téléphone, je ne suis pas en train de faire autre chose. Ça, c'est la présence. C'est la présence au quotidien. Alors, c'est des petits instants. Des fois, c'est une seconde ou une fraction de seconde. Mais c'est juste avoir sensation. Là, je vérifie que le stylo, il est bien là. Tu vois, je le touche. Parce que peut-être c'est une illusion. Donc, alors il y a plein de choses qu'on oublie. Parce qu'en même temps que je vous parle de ça, j'oublie la sensation des lunettes sur mon nez. C'est juste tout d'un coup j'y pense. On ne peut pas penser à tout à la fois. L'idée c'est pas de penser à tout, mais c'est d'avoir des moments où on se met à disposition de nos perceptions, de la lumière, des objets, des sons, donc l'audition, et des sensations. Ça peut être ce qu'on touche, ça peut être les sensations des fesses ou des pieds sur le sol, etc. Donc vraiment, ou de la respiration. Pourquoi la méditation utilise tellement la respiration? Dans tous les systèmes, dans toutes les cultures, la méditation se passe par la respiration, que ce soit zen, bouddhiste, tantriste, machin, taoïste, ou même, non, chez les chrétiens, je ne suis pas sûr. Il y avait l'encens là pour nous faire respirer, ou pour nous faire suffoquer pendant l'église. C'était l'odeur. Oui, les gens. Enfin bref, tout ça pour dire, en tout cas, la respiration est un très très bon moyen. Fermer les yeux, sentir la respiration. Je sens l'air frais qui entre, je sens l'air réchauffé qui sort. Alors, tout d'un coup, j'ai une pensée. Merde, j'ai une pensée. Ah, je ne dois pas avoir de pensée. Ok, il y a une pensée qui passe. Je remets mon attention sur l'air qui entre, l'air qui sort. Je peux sentir, voilà. Ça, c'est la méditation. J'avais essayé un truc, enfin, j'avais lu. C'est de te situer au milieu d'une pièce, tout seul. Et puis, tu as une idée qui vient. Oui. Tu la laisses. Oui, c'est très bien. Ça marche. Oui, ça marche. Ouais. Parce que tu la vois arriver et puis tu la laisses passer. Et ça, c'est très... Merci de venir là-dessus, parce que c'est une des techniques par rapport aux pensées, les gens qui ont trop de pensées. Une des techniques, c'est vraiment de visualiser. Alors, c'est chacun à sa manière, parce qu'on a tous une structure mentale.
c'est de visualiser l'idée qui arrive, le parcours qu'elle fait et de quel côté elle s'en va. Et un des trucs qui est très très intéressant et puis qui fait stopper les pensées, c'est de porter son attention d'où va venir la prochaine idée. Est-ce qu'elle va venir de la droite, de la gauche, du dessus, d'en bas, de l'intérieur, de derrière, etc. Puis on observe un peu comme si on était sur un mirador ou un truc d'observatoire où on va des fois se cacher dans des petites cabanes pour observer les oiseaux. Voilà, on est là, quelque part, vigilant, et puis on dit, elle va venir d'où la prochaine pensée? Et quand tu te dis ça, il n'y a pas de pensée qui vient. C'est intéressant. Mais ça, il y a plein d'astuces du genre qui existent. Tu peux. Moi, pendant un temps, j'avais un tromblon. Tu vois ce que c'est un tromblon? C'est un fusil avec un truc comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai cette idée de tromblon. Peut-être c'est dans mon passé, dans mon enfance, un héros ou une bande dessinée. Je sais rien. J'avais un tromblon, puis quand je faisais mes méditations, puis que j'avais une pensée qui arrivait, je la flinguais. Je flinguais ma pensée avec le tremblant. Et ça marchait assez bien au début de la méditation. Je tirais un peu, il y avait peut-être un côté Rambo, je sais pas là-dedans. Et puis après, c'était tranquille. J'avais tué toutes les pensées. Il y a plein de méthodes. Même les bonnes, alors tout à la fois, et puis le bon et le moins bon. Oui, mais de toute façon, elles reviennent quand c'est utile. Mais quand tu veux pas de penser, parce que tu veux juste être présent, et ben les pensées, ok, elles peuvent passer, il faut accueillir. Lâcher prise, c'est accueillir. Si tu veux contrôler les pensées qui passent, tu n'es plus dans le lâcher prise. Donc tu n'es pas dans la présence. La présence, c'est un état de tranquillité, c'est un état de paix intérieure. C'est ça qui permet de connecter la lumière, l'amour, la partie sage. C'est là où on peut être inspiré vraiment sur ce qu'on a à faire, ce qu'on a envie de faire. Alors, l'hypnose, ben oui, peut permettre d'atteindre ça, mais la méditation, la pleine conscience, on va faire un exercice tout de suite si vous voulez bien. Pour expérimenter ça, on prend peut-être 5 minutes, il n'y a pas besoin que ce soit très long, même vous allez vous rendre compte que ça peut être plus court que ça. Je vais vous demander de garder les yeux ouverts, et puis de regarder la pièce. Remarquez les choses, les objets ou les éléments que vous n'aviez pas vus avant. Tiens, j'avais pas vu qu'il y avait une boîte électrique là, puis un bout de grille. Là-bas il y a une tache au plafond, je sais pas ce que c'est des fils. Remarquez aussi les différentes qualités de blanc. Quand vous rentrez dans la pièce, vous dites, c'est pas un blanc. En fait, blanc, c'est gris. C'est gris, il y a avec la lumière, il y a des parties jaunes, il y a des parties grises, gris foncé, gris clair, jaunâtre, bleuté. Ici c'est bleuté. Et puis tout d'un coup on dit, j'avais oublié qu'il y avait une lucarne ici en haut, juste au-dessus. La lucarne. Ouais. Je me rappelais plus qu'il y avait cette lucarne, et puis il y a ces luminaires. Et puis en même temps, vous pouvez vous dire, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Alors où sont les couleurs? Alors on voit qu'il y a des couleurs là-bas, il y a un tableau, il y a des pots de fleurs, il y a les couleurs, une petite bougie sur la table, couleur d'un stylo, couleur d'un billet de 10 francs, des couleurs. Puis après, il y a des brillances. Il y a des trucs mat, puis il y a des trucs qui brillent. Comme là-bas, les parties en verre, en matière vert. Et puis après, il y a les sons. Alors, il y a le son de ma voix, mais si on va plus loin dans le détail, il y a le son de l'horloge. Le tic-tic. Il y a le frigo aussi. Il y a le frigo. Il y a une ventilation, je crois. Il y a une ventilation. Ça doit être le frigo. Puis il y a le son de la voix, mais il y a le son aussi quand tu bouges. Il y a un petit son. Et puis quand on entend tous ces sons, évidemment il y a le son de ma voix aussi, il y a le son de vos voix, comme vous vous exprimez. Et puis il y a des sons peut-être encore plus subtils. Peut-être que si on fermait les yeux, on pourrait entendre des sons intérieurs, ou des sons
Et peut-être que si on se mettait à écouter cette partie sage, elle aurait peut-être quelque chose à nous dire, ou nous chantonner, j'en sais rien. Comme un son intérieur. Et puis il y a les sensations aussi. Là où sont posées nos mains, nos bras. Sensation du poids du corps sur le siège. Des pieds sur le sol. La sensation de l'air frais quand j'inspire qui vient chatouiller un peu, pas chatouiller, mais disons que je peux sentir à l'entrée de mes narines, des canaux nasales, je ne sais pas comment on appelle ça. Puis expirer, puis ça fait un son, encore un son différent. Et ressentir aussi la température. Là où on a des vêtements, c'est plus chaud que là où on a les parties du corps qui sont découvertes, les mains, les avant-bras, le visage. Quoique, on peut avoir des températures plus fortes à l'intérieur. Là, aujourd'hui, je suis un peu fatigué, alors j'ai le visage chaud, j'ai un peu chaud à la tête. Et chaud aux pieds aussi. Il y a d'autres endroits où je ne sens pas trop la température. Et puis là, du coup, je peux peut-être sentir un peu le contact de mes cheveux. Bon, j'en ai plus beaucoup, mais ça fait rien. Sentir, ou alors, non, c'est peut-être un sourcil. Contact des lunettes sur le nez. Ou d'une montre. Pardon, d'un bijou. Voilà. Fin de l'expérience. Vous étiez où pendant ça? Vous avez eu des pensées? Du passé ou du futur? Non. C'est vraiment le moment présent. C'est tout ça. Ouais, non. Hein? Donc quand tu fais ça, tu es là. Il n'y a plus de passé. Il n'y a plus de futur. Tu es juste là. On a fait, c'était court, hein? On a fait quoi, 2 minutes peut-être, 3. Ça, c'est un exercice de pleine conscience. C'est issu ou tiré ou inspiré de la méditation, je ne sais pas trop. Je sais que ça a beaucoup de succès aux États-Unis, notamment des hôpitaux psychiatriques ou dans les entreprises super performantes où ils cherchent des moyens pour que les gens soient plus efficaces, donc il faut de temps en temps qu'ils se recadrent, enfin bref, plusieurs objectifs à ça. Moi, ce que je propose, c'est l'objectif d'être dans la présence. Alors la présence, à quoi ça sert? Quel est l'avantage d'être présent par rapport à quelqu'un qui est dans ses pensées? Bénéficier, il a l'avantage du moment. Il bénéficie, oui, il profite, il jouit, il a le plaisir de ce qu'il a, il bénéficie du moment, tu as tout à fait raison. Plaisir d'avoir Maria en face de moi. Oui, ouais. Mais quel autre avantage ça pourrait avoir? Peut-être dans son réel. Dans son réel. Dans son réel, ici, maintenant. Ouais. Tu veux dire se sentir vivant? De sentir vivant. Se sentir vivant, hein, d'être dans le réel, d'avoir la conscience, je suis vivant, c'est trop génial, quoi. Donc il y a une espèce de... Et ça, c'est tout le film de Wim Wenders que vraiment je vous conseille de voir si vous avez l'occasion. De se sentir vivant et de se sentir tellement chanceux d'être vivant. Donc c'est ce grand oui à la vie dont parlait Nietzsche, je crois, je suis bonne mémoire, je ne suis pas tout à fait sûr, ce grand oui à la vie. Ouais. Oui à la vie. Quoi qu'il arrive, c'est égal, je suis vivant. Je suis une expérience, je suis vivant. Mais pour ça, il faut être là. Pas tout le temps être ballotté à travers le temps qui n'existe plus et le temps qui n'existe pas encore. Il faut être là, dans le présent. Certains parlent de l'éternel présent. C'est ce présent qui finalement, instant après instant, est remplacé par le présent d'après. Un présent remplace le précédent. Et l'idée d'avoir cette, comme tu disais, de bénéficier de la vie, c'est-à-dire, enfin pour moi je le comprends comme ça, c'est une contemplation, une sorte d'émerveillement qui amène un vrai plaisir d'être vivant. À être, c'est ça, c'est peut-être ça aussi le bonheur. Hein.
C'est ça le bonheur, ouais. C'est Ouais. de justement apprécier Ouais. tout ce qui est autour de nous, Ouais. tout ce qui est Ouais. beau. Et surtout, indépendamment de ce qui nous arrive. Mhm. Parce qu'il ne nous arrive pas que des trucs sympathiques dans la vie. On a Mais des ça épreuves, peut on a des... vraiment Ouais, exactement. à être bien. Ouais, en fait. exactement. Parce que d'apprécier tous les moments qu'on vit dans la vie. Exactement. Ouais. Surtout avec l'âge. Hein. Mais oui, Avec l'âge, on est confronté à d'autres défis, on a mal partout, On se rend compte. est, et puis on regarde on est une fleur, limité. on regarde une petite plante pousser, Ouais. des orchidées. Tu vois, Ouais. je veux dire, c'est déjà. Moi, je trouve ça. Mais on génial. les voit faner aussi, c'est ça qui est embêtant. Oui, mais après, parce qu'après, il y a un nouveau On en a printemps. une autre. Il y a un nouveau printemps. Non, il faut les arroser un petit peu. enfin, Non, mais je vais après, dire, oui. Alors, effectivement, il y a, on peut, quand on est au présent et quand on accueille ce qui est, ça veut dire accueillir tout ce qui est, pas que les trucs agréables. Oui, parce qu'il n'y a pas Accueillir que des choses l'expérience de la vie. Ouais. C'est ça le dire, le grand oui à la vie. C'est pas oui au bonheur, c'est aussi oui au malheur. C'est oui à la vie, oui à l'expérience de la vie. Ça veut pas dire que je veux que du malheur, mais ça serait complètement illusoire de dire je veux que du bonheur. Ça veut dire que, puis il y avait aussi, je crois, Nougaro qui, dans une de ses chansons disait je fabrique mes joies au prix de mes détresses. Donc il y a, c'est lié, on est des êtres duels, on est dans la dualité. Le blanc, le noir, le bien, le mal, je ne sais plus comment ça s'appelle, le yin, le yang, qui se mettent en valeur. Hein. Donc quand on veut dire oui à la vie, on prend tout. Par contre, quand on refuse le malheur, on veut le contrôler, on veut le maîtriser, on en souffre beaucoup plus que quand il nous traverse. On dit oui, ok. Alors, des fois on passe un mauvais quart d'heure, mais on dit oui parce que finalement on trouve ça beau. Y compris la douleur, y compris la limitation, l'âge, et puis la mort au bout du compte. Hein. Donc il y a ça, on devient philosophe là. C'est-à-dire il y a ce grand oui à la vie qui permet de tout prendre. Et tout prendre, ça te permet d'être au présent. Et donc ça te sort des regrets du passé et des désirs du futur que tu n'auras jamais. Donc tu es là, tu prends tout, des fois c'est super sympa, des fois c'est plus difficile, mais tu prends tout, tu es dans le présent, et puis chaque chose trouve sa place. Est-ce que tu connais cette histoire du paysan, du vieux paysan qui avait un cheval? Ah oui, Elle est géniale, c'est exactement. oui, je ne saurais pas la redire, oui, il a un cheval, son cheval et puis ce s'en va, cheval, je crois. il s'en va. Ouais. Puis les gens du village disaient oh, mais t'es déjà tellement pauvre. T'as perdu ton cheval. T'as perdu ton cheval, c'est le seul qui pouvait labourer ton champ et tout. Ah, il n'y a ni du bien ni du mal, on verra. Puis le lendemain, il s'amène avec un troupeau, blablabla. Enfin bref, tout ça pour dire que son fils, à un moment donné, se casse la jambe. Puis tout le monde, oh mon Dieu, mais voilà la guerre qui arrive. Et puis ils vont chercher tous les jeunes pour faire la guerre. Pas lui. Et puis c'est toujours ce vieux paysan qui dit mais il n'y a pas de pied, il n'y a pas de pain. On ne sait pas si c'est bien, voilà, si on ne sait pas pas bien. si c'est bien. Et il y a toujours cette positivité de se dire ben, j'accepte ce qui est. De toute façon, qu'est-ce que je veux faire? Je dois accepter. Moi j'aime bien cette histoire. C'est super. Et c'est vraiment, ça plaide aussi pour la présence. Le gars, il accueille tout, il est juste là maintenant. On ne sait pas si c'est bien ou mal, ce qui arrive. Ça se dira plus tard. Et donc, ça va vraiment... Si on est, comme tu dis, dans l'acceptation de ce qui est, ben, ça se passe toujours mieux que d'être en train de contrôler puis de vouloir que ça se fasse comme nous on veut. Oui, bien sûr. Donc là, c'est vraiment, on est vraiment dans la dualité aussi de l'ego et de l'appartissage, ou de l'âme. Hein. Cette dualité... l'ego souffre, veut contrôler, refuse des situations difficiles, parce qu'il n'a pas envie de souffrir, on le comprend, hein, c'est pas un souci, mais il souffre encore plus en faisant ça. Quand on accueille, on est là, on est en ouverture,
Et du coup, ça amène à un autre avantage, le fait d'être là, que ceux qui ont été dits, c'est qu'on va être beaucoup plus ouvert aux opportunités. C'est-à-dire que, quand je parle d'opportunités, d'inspiration, hein, de trouver des solutions. On va beaucoup plus trouver des solutions constructives que si on est stressé et puis qu'on est en colère parce que qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ça, hein? Donc ça va nous crisper, on va se fermer, on va essayer de contrôler, on n'y arrive pas, et puis on va rester, encore une fois, baladé, hein, entre les regrets du passé, j'aurais pas dû faire ci, qu'est-ce qui m'arrive, etc., j'arriverai jamais à ce que je veux, enfin bref. Donc on n'est pas dans le présent. Quand tu es dans le présent, tu t'ouvres et tu regardes, tu contemples. Et ça, c'est inspirant. Ça t'amène des idées nouvelles, des visions que tu n'aurais pas eu autrement, et ça te permet de voir la beauté, en fait. Même dans les trucs qui, a priori, de l'extérieur, sont souvent vus négatifs, tu peux y voir de la beauté. Et la paix. Et la beauté et la paix, c'est dans le présent. C'est en tout cas là qu'on la vit, qu'on l'incarne. C'est là qu'on la ressent. Il y a eu des éléments beaux et paisibles dans le passé, il y en aura dans le futur, mais la beauté et la paix, pour la ressentir, pour la vivre, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est ce qu'on appelle aussi des fois l'ici et maintenant. Et dernier avantage, et pas des moindres, que je trouve dans les bénéfices de la présence, de savoir être présent, c'est dans nos relations interpersonnelles. Quand je suis présent avec vous, je suis présent avec vous. Je ne suis pas en train de penser à quelqu'un d'autre ou d'essayer de me la jouer ou je ne sais pas quoi. Je suis vraiment dans la relation. Alors avec vous, parce que vous êtes deux, voilà, mais il peut y avoir des fois, il peut y avoir tout un groupe, il peut y avoir une classe à qui j'enseigne, il peut y avoir 25 ou 50 personnes parce que je donne une conférence, il y a une relation. Hein. La présence te permet la relation. Alors c'est peut-être encore plus marqué quand tu es en one-to-one, quand tu es avec quelqu'un, que ce soit un parent, un conjoint ou que ce soit un client, puisque nous on est thérapeute quand même. Donc la notion de présence, elle est super importante pour pas essayer de contrôler la personne, pas essayer de contrôler son problème, juste être là, à l'écoute, et de faire ce qu'on sait faire. Évidemment, on l'a appris, on n'a pas que appris des techniques, on a aussi expérimenté, on a compris des choses, on a des expériences de vie qui nous ont amenés à percevoir et à comprendre des choses, et avec tout ce qu'on est, l'offrir en cadeau à la personne qui va elle faire ce qu'elle veut avec ça, ce qu'elle peut, ce qu'elle veut, ce qu'elle est prête à prendre. Et donc la présence permet ça. Et moi je me rappelle bien quand j'étais au début que je faisais de la thérapie, j'étais un peu tout le temps dans un passé assez frais parce que je me référais à ce que j'avais appris, et puis ou alors j'étais dans le futur parce que je voulais atteindre des objectifs. J'étais pas présent. Enfin, moins présent qu'aujourd'hui en tout cas. Et aujourd'hui, les techniques que j'utilise sont bien intégrées, donc j'ai plus besoin d'y penser, je peux juste m'appliquer à être là. Prendre plaisir à être là avec cette personne qui vient me consulter, ou avec un frère, avec un ami, etc., peu importe, et être là avec tout ce que je suis, et être juste dans la présence. Il y a un gars qui a beaucoup parlé de présence, que vous connaissez peut-être, qui s'appelait François Roustan. Il est connu, en tout cas dans le monde des hypnothérapeutes, parce qu'il a terminé sa vie à faire de l'hypnose. Au début, c'était un jésuite, il était dans les ordres, après il s'est fâché avec l'église, il est parti, il est devenu psychiatre, psychanalyste, et puis après il s'est fâché avec la psychiatrie, et puis il est devenu hypnothérapeute, et puis au début, hypnothérapeute entre guillemets normal, et peu à peu, il a développé la notion de présence, à tel point que, lui, quand il donnait une séance, vers la fin de sa vie, il recevait la personne, il discutait 10 minutes, un quart d'heure,
pour voir pourquoi la personne venait. Puis après, il disait plus rien. Et pendant 3/4 d'heure, la personne, elle avait juste les yeux fermés. Et puis lui, il était en présence, c'est tout. Et puis ça faisait quelque chose. Ouais. Ah. Il obtenait des résultats extraordinaires. Parce que, alors il était, évidemment la personne elle va en hypnose, hein, elle n'est pas en train de dire de s'emmerder, il n'y a rien à foutre. Mais disons, le phénomène de la présence, une présence de qualité, va permettre à la personne d'être dans le présent et du coup de s'ouvrir à sa partie sage, moi je l'appelle comme ça, la partie d'elle qui sait, et elle trouve ses propres solutions. C'est assez extraordinaire. Je ne ferai pas de l'hypnose à ce point muette. D'ailleurs, ça a amené à la dénommer l'hypnose sèche, l'hypnose de François Roustan, l'hypnose sèche, parce qu'il n'y a pas de mots. Mais il y a une telle qualité de présence que la personne, elle est comme si elle sent la présence, il y a une présence qui est échangée, interpersonnelle, et puis ça permet à la personne d'être complètement relâchée, d'être complètement juste elle-même, d'être comme un organisme qui sait trouver ses propres solutions. Voilà. Ça c'est la vision de François Roustan. Je le cite parce que c'est vraiment il a fait un très très beau travail sur la présence. Mais on sait tous reconnaître quelqu'un avec qui on discute, puis on dit mais m'écoute pas celui-là. Oui. Ouais. Et puis quelqu'un qui t'écoute vraiment. Mais moi je sais quand il y a quelqu'un ouais. qui t'écoute pas. Après il y en a qui sont bien moi ou qui t'écoute. Que ça me gonfle de ce qu'il est en train de dire. Ah oui, tout à fait, oui, tout à fait, bien sûr. Je déconnecte. Je suis pas là. Je suis pas là. Il pourrait me dire mais t'as compris ce que je te dis? Oui, bien sûr. Alors il y a des gens avec qui c'est une Mais autrement, quand je suis là, ça me parle énormément. Je sais vraiment, c'est une connexion avec l'autre. C'est pour ça que quand on me dit je vais faire une thérapie par vidéo, je peux pas. Parce que mais il faut le contact avec la personne. Il me faut ça. Oui, je comprends. Il faut ça, toi, parce que je pense comme ça. Ce qui passe. Alors comme le temps n'existe pas, la matière et l'espace non plus, tu peux être en présence à des milliers de kilomètres. Ça, c'est ma vision, et c'est ce qui me permet de faire de l'hypnose à distance. Parce que je peux être en présence avec quelqu'un qui est à distance. Parce que je la sens, parce que l'espace n'existe pas. D'accord. Je pense comme le temps non plus. Alors c'est personnel, des fois on aime bien. C'est sûr que moi j'ai une préférence, si les gens sont là, je peux leur serrer la main, je peux leur mettre la main sur l'épaule. Moi j'aime bien toucher les gens. Je ne tripote pas mes clients, mais je veux dire, souvent on utilise pas tout le temps en fait, en PNL un peu plus, mais en hypnose aussi, où simplement on va, et même moi je fais aussi des passes, des passes énergétiques. C'est un peu perdu, c'est has-been, c'était un peu les débuts de l'hypnose, où ils faisaient des passes comme ça, mais moi j'y crois, moi, à ces énergies. Donc je travaille sans toucher la personne, mais je vais connecter leur aura. C'est-à-dire que le corps ne s'arrête pas au niveau de la peau, il y a des couches énergétiques, et donc on peut aussi aller faire, sans toucher le corps de la personne, voilà, on peut faire toutes sortes de choses, et la présence, c'est une attitude. La présence, c'est une attitude. C'est vraiment... Alors, il y a la présence à l'autre, donc ça, c'est ce dont on vient de parler, la présence interpersonnelle, mais la présence à soi. La présence à soi-même. Comment je me sens? Comment je suis? Est-ce que je suis fatigué? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que je suis content? Je souris? Comment je suis avec moi? Est-ce que je me souris? Ou est-ce que je me tire la gueule parce que je ne suis pas content? Mais ça, on devrait apprendre à l'école. Oui, alors on devrait apprendre à l'école, bien sûr. C'est avoir une conscience de ces trucs-là. Voilà, comment on est, nos humeurs. On n'apprend pas. Fais ça. Voilà ce que j'avais à vous proposer. Alors, à propos d'hypnose, pendant encore peut-être une minute ou deux, en quoi ça concerne l'hypnose. Le cerveau ne fait pas la différence entre l'imaginaire et le réel, mais il ne fait pas la différence non plus entre le passé, le présent et le futur. Quand vous êtes dans l'état hypnotique,
et que vous allez visiter, guérir un événement du passé, vous allez évidemment vous en souvenir, mais vous serez associé. Et vous avez des personnes qui peuvent, c'est pour prendre un cas un peu extrême, c'est pas tous les jours, mais disons des personnes qui vont ressentir ce qu'ils ont ressenti quand ils étaient petits. Même des fois, la personne, elle pleure parce que je suis une petite fille et puis j'ai perdu ma poupée, puis elle se met à pleurer. Et elle parle au présent. Elle parle au présent. Elle n'est pas en train de raconter son histoire. Elle est hors du temps, elle le reconnaît, et c'est ça qui permet de guérir. Bien hein. sûr. Et par rapport au futur aussi, on peut aller dans le futur. Alors, évidemment, c'est un des infinies possibilités du futur, mais on va se connecter à une possibilité du futur qui est attrayante, qu'on souhaite réaliser, et puis on va ressentir des choses ou se laisser aspirer vers cette possibilité. Donc il y a beaucoup de distorsions de temps qui sont utilisées dans l'hypnose. Donc on utilise le temps, mais l'idée c'est d'explorer le passé, d'explorer le futur pour revenir au présent. Parce que l'idée de l'hypnose, mais pas que, de toutes les thérapies, c'est d'être là, c'est d'être bien. Et pour ça, accueillir cette présence à soi, cette présence de la partie sage à l'intérieur de soi. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou envie. Moi, j'ai fini un petit peu ce que je voulais partager avec vous. J'ai trouvé chouette. On a fait un petit exercice. C'est peut-être pas utile de refaire un plus profond. Ça vous suffit de voir qu'en très peu de temps, avec très peu de moyens, en utilisant simplement vos 5 sens, alors puis ça, je vous ai guidé, parce que ça s'entraîne. Regardez les couleurs, les nuances, les brillances, les maths, les distances. Se situer, on ne l'a pas fait non plus, mais de se situer par rapport au sol, par rapport au plafond, on est à quelle distance, par rapport au mur derrière, au mur de droite, d'avoir vraiment la conscience d'être là. Et là, vous êtes au présent, il n'y a plus de pensée. Ouais. Et l'autre truc, et peut-être je me redis, mais parce que pour moi c'est tellement important, c'est la présence du geste. Faites les choses. Chaque fois que vous y pensez, vous n'arriverez pas tout le temps. Mais c'est vraiment libérateur parce que je suis présent. Je pose les choses, je mets mes chaussures, je marche dans la rue. Alors, évidemment, je ne suis pas en train de penser pied droit, pied gauche, pied droit, pied gauche. Tu vois, mais d'avoir la conscience de l'air que je respire. J'y pense pas tout le temps, je n'ai pas que ça à faire. Mais plusieurs fois par jour, pendant quelques instants, ou pendant 3 secondes, ou pendant 1 minute, je suis présent. Présent dans le métro avec les gens, présent. Voilà, c'est égal. Je faisais un exercice et je terminerai par ça parce qu'on pourrait en raconter encore plein, mais je faisais un exercice des fois que j'aimais bien parce que je m'occupais de groupe et puis j'avais la sensation, j'explorais la sensation d'être en lien à distance justement. Hein? Donc j'allais dans la rue, je me souviens bien, j'allais toujours au centre de Lausanne, à Saint-Laurent. Et puis, je me posais dans un coin et je regardais les gens passer, le flux des gens. Alors, je ne regardais pas les personnes, les individus. Je sentais les énergies, je sentais ces gens qui, avec toute leur histoire, leur passé, leur futur, leurs familles, leurs enfants, que je ne connais pas, c'est une espèce d'histoire qui passait devant moi, puis je me mettais en lien avec ces gens, énergétiquement. C'était super, super joli à faire. Il y a plein de choses d'expériences qu'on peut imaginer, créer et tester, entraîner. Et puis, je suis sûr que votre partie sage va vous inspirer des belles choses. Je vais faire contact avec. Et donc voilà, j'ai mis en place une journée sur cette partie sage d'exploration. On verra si ça a lieu ou pas. Pour l'instant, j'ai une seule inscription. On verra. Sinon, merci pour la contribution financière. Si vous êtes sur YouTube et que vous voulez me soutenir, il y a un petit lien pour me verser un peu de sous si ça vous dit. Sinon, le prochain Café Hypnose, le dernier de l'année, ça aura lieu dans un mois, le 6 décembre. Et ça sera sur la découverte de nos potentiels cachés. Et là, je pense qu'on va sûrement reparler un peu des croyances limitantes. Mais c'est pas là que c'est un samedi?
Non, c'est toujours un mercredi. À part ça, non, pardon, c'est pas le 6 décembre. Excusez-moi, c'est parce que j'avais pas mes lunettes, c'est le 4 décembre. Dans un mois, le 4 décembre. Mercredi 4 décembre, toujours ici, à la découverte de nos potentiels cachés. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être avec vous, un plaisir d'aborder ce sujet. Et puis maintenant, on va manger un petit truc. On a faim. Pour rester dans le présent.